Donc je suis responsable de la Software Factory à BICOM. Alors qu'est-ce que c'est que BICOM? C'est un des 8 instituts de recherche qui a été créé à l'occasion, par le PIA, le plan d'investissement d'avenir. Le but était de créer un lien entre les sociétés, entre les sociétés industrielles et les académiques. Vous aviez d'un côté la recherche académique qui recherchait et qui allait peu vers l'utilisation de leurs inventions, et d'un autre côté les sociétés industrielles qui utilisaient peu les capacités de l'environnement et de l'écosystème académique. Donc BICOM est une joint venture entre des institutions publiques, des académiques comme des écoles comme l'INRIA, comme l'INSA, ou des instituts comme l'INRIA, et des investisseurs publics, des investisseurs privés comme Orange, comme TDF et quelques autres, Thomson, etc. Le principe, c'est bien une institution privée, mais dont l'État abonde de 1 euro lorsqu'une société privée amène 1 euro. Donc on peut dire qu'on est financé à 49,9%, sachant qu'on doit toujours avoir autant au moins d'investissements privés. Ça a été créé en novembre 2012, mais on peut dire qu'on est vraiment monté on était vraiment opérationnel à l'automne 2013 avec suffisamment de personnes, une infrastructure prête à être utilisée, etc. 4 emplacements. Rennes, Brest et Lannion de manière historique, et Paris depuis un peu moins de 2 ans. 3 domaines d'activité, réseau et sécurité, où on va parler de cloud computing, on va parler d'Internet des objets, hypermédia, où on va parler de vidéo ultra haute définition, de son spécialisé, et puis e-santé avec des outils qui vont permettre d'aider le chirurgien à améliorer ses opérations et échange d'informations de manière sécurisée entre praticiens. BICOM Staff. Alors, une des particularités de BICOM et des IRT de manière générale, c'est d'avoir à la fois des personnes en propre, mais également des personnes qui viennent des sociétés partenaires. Donc aujourd'hui, on en est dans l'état où il y a 125 salariés directs BICOM et 115 personnes qui viennent des compagnies membres pour une partie de leur temps. Alors ça va de 20% pour certains académiques jusqu'à 80% de leur temps pour personnes qui viennent du monde industriel. Dans les employés directs, 20 PhD, 20 doctorants. Donc c'est quelque chose qui est assez aussi important dans le rôle des IRT, et aussi d'aider à améliorer la connaissance de tout le monde. Et donc on a 20 doctorants, et on a aussi actuellement, alors j'ai mis 15, mais je pense qu'on est plus près de 20 en ce moment, c'est la période des stages, donc c'est-à-dire que ça arrive par fournée entière entre le février et mars. On doit être une vingtaine de stagiaires en ce moment. Alors tout ça, ça implique en fait qu'on a quand même un turnover important au sein de BICOM. Alors c'est quelque chose de voulu, c'est pas quelque chose de subi. On a actuellement dans l'Active Directory, on a 500 entrées, 500 personnes ont été déclarées, mais 250 sont déjà invalidées parce qu'elles sont venues, elles ont fait leur travail, elles sont reparties. On a des doctorants qui sont déjà repartis, évidemment des stagiaires qui me font passer, mais également des mises à disposition des membres qui sont venus pendant 2-3 ans et qui maintenant sont retournés dans leur entreprise. Donc je répète encore, c'est vraiment voulu. Il y avait vraiment une volonté d'essaimer au sein de l'environnement de BICOM au niveau de la région, et plus largement. Mais tout ça, ça a quand même un challenge pour nous, c'est l'information et l'éducation. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, il va falloir qu'on leur explique comment on travaille. Alors c'est également vrai, c'est vrai aussi pour les jeunes, les doctorants. C'est quelque chose que j'ai constaté. À la sortie de l'école, en fait, on constate que finalement les gens ne savent pas trop ce que c'est que la gestion de configuration, par exemple. C'est pas quelque chose qui est vraiment, c'est pas un enseignement qui est donné de manière importante pendant leur formation, et on est obligé de les former, de leur indiquer ce qu'il faut faire. L'autre conséquence, c'est que les personnes viennent de différentes cultures. Comme les gens, pour certains, ne font que passer, alors ils arrivent avec leur culture, leurs habitudes qu'ils ont dans l'entreprise, et puis le fait qu'ils vont y retourner aussi. Donc certains sont un peu reluctants à utiliser telle ou telle méthode. Alors à chaque fois que quelqu'un arrive avec ses outils, évidemment, en disant ça, j'ai trouvé le truc génial, l'outil de dessin. Notre marronnier à nous, c'est l'outil de dessin. C'est-à-dire quel outil de dessin on utilise. Dès qu'on a décidé d'un, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec un autre qui est toujours mieux. Alors il y a quelque chose qui va nous permettre à un moment donné de trancher, c'est que
pour des problèmes de sécurité, on va s'interdire toute utilisation d'outils qui utilisent le cloud. Et donc, ça doit obligatoirement être des outils en interne. Alors déjà, ça limite assez drastiquement les outils disponibles. Là, voilà, c'est quelque chose qui est toujours en discussion et c'est quelque chose qui est assez important dans les choix qu'on a pu faire et notamment au travers de Tulip et les outils que Tulip apporte. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Attendez, moi j'ai toujours mieux ». Non, aujourd'hui c'est effectivement Tulip qu'on utilise, etc. Le fait que les gens viennent de deux mondes différents, l'industrie et l'académique, alors j'ai évidemment caricaturé, j'ai dit que l'industrie c'était la stabilité, l'académie et la créativité. J'espère que dans le monde industriel il y a un peu de créativité, que dans le monde académique il y a un peu de stabilité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, dans le monde industriel, quand on choisit une techno, on s'y tient, on ne va pas revoir tous les matins la manière dont on va travailler, on ne va pas dire tiens, on a développé un logiciel, on en a déjà mis 50 dessus, un logiciel qui tourne en C++, et si on le réécrivait en Java, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'aujourd'hui il y aurait éventuellement une petite équipe qui serait montée, mais on verrait, ils auraient peut-être 2 ans pour étudier le truc. Dans le monde académique, j'imagine très bien que quelqu'un arrive le matin, qui voit dans le cadran et qui dit voilà, je recoderai bien tout en Go, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il dit, bah, allez, vas-y, on va tenter le truc, quoi. Et donc, voilà. Donc, il faut jouer entre les deux, parce que malgré tout, Bicom doit aussi sortir des technologies, donc doit avoir des choses des choses tangibles à la fin. Donc, on a besoin d'avoir de la créativité, mais on a également besoin de stabilité. Et puis, dernier challenge pour Bicom, c'est 13485. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose pour tous, mais vous avez vu que dans nos domaines d'activité, on avait la santé, et 13485, c'est une norme ISO qui s'applique à tous les dispositifs médicaux. Alors, pour simplifier, c'est l'ISO 9001, mais x2, 3, 4, etc. Le but étant, comprenez bien que lorsque on développe un outil, un dispositif médical, dans le monde de l'avionique, on a des contraintes assez fortes pour que l'avion ne se crache pas. Quand on est dans des logiciels de jeu, c'est un petit peu moins grave. Je m'excuse pour nos gamers qui sont là, mais bon, si le truc se plante, à la limite, c'est presque des fois, on a l'impression que ça vit bien, mais dans le monde médical, vous comprenez bien qu'on est en train de jouer avec la vie des patients. Donc, effectivement, est-ce qu'il peut paraître anodin, comme passer un dossier médical d'un point A à un point B, si on perd des informations, ça peut être assez vital pour la personne. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont concernés. Là, je sais que l'année dernière, j'avais rencontré quelqu'un qui avait un peu les mêmes contraintes. Bon, sachant qu'il y a plusieurs classes, classe A, B, C. La classe C, c'est celle où on va travailler sur un outil d'insertion automatique d'une aiguille dans un foie. Vous comprenez bien que là, c'est un peu chaud. Bon, quand on est juste dans l'échange patient, on est plutôt en classe A, c'est un petit peu moins important. Et voilà. Donc pour l'instant, on est plutôt dans les classes A. Mais on pourrait envisager d'avoir des dispositifs médicaux de classe B. Pourquoi c'est important et pourquoi je le cite là? C'est tout simplement parce que dans cette norme, il faut qualifier les outils qu'on utilise. Donc à partir du moment où j'ai dit à l'auditeur qu'on utilisait Jenkins, qu'on utilisait Tulip, etc., il a dit bon, vous allez me certifier que ces outils sont bien conformes à la norme ISO 9001. Et bon, ceci dit, ça a été un challenge de lui expliquer que bon, on ne pouvait pas tout faire et que éventuellement dans ce cas-là, il fallait que je qualifie également GCC. Et puis, bon, donc il y a un peu de négociation avec l'auditeur parce qu'effectivement, il faut bien comprendre un peu l'esprit de la norme et là où c'est important. Donc voilà un peu parce que je l'ai cité parce qu'effectivement, c'est un challenge pour Bicom. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Tulip? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été créé en 2012, mais réellement mis en place, enfin on était prêt en ordre de bataille en 2013, et puis c'est posé, une des premières questions qu'on s'est posées en automne 2013, bon, quel outil on utilise pour, est-ce qu'on utilise une forge déjà, logicielle, et si oui, laquelle? Bon, à l'époque, Enaline avait remporté un prix, ce qui fait que dans la presse, on parlait d'Enaline. Il y avait d'autres outils comme GeForce, comme Redmine. Bon, il a fallu faire un choix. Je pense que le fait qu'Enaline gagne un prix était assez important, mais surtout, c'était ce qui m'a aidé à faire le choix, c'est qu'il y avait une équipe qui existait réellement. J'avais rencontré à l'époque Laurent Charles à Paris Software Summit qui avait lieu à Montrouge. Et puis, et Mathieu qui faisait... Manuel qui faisait une présentation des méthodes agiles avec Guérit, etc. J'avais absolument rien compris à l'époque sur Guérit. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi je n'avais pas compris à l'époque.
Et voilà, donc c'était une équipe qui existait, qu'on pouvait toucher, et puis surtout qui utilisait ce qu'ils développaient. Ce qui pouvait me laisser l'espoir qu'à un moment donné, on puisse avoir les mêmes problèmes et qu'eux les résolvent pour moi. C'était également effectivement le fait que c'est un logiciel ouvert, donc même si un jour Enaline décidait d'arrêter et voulait passer à autre chose, voire faire du gaming, etc., bon, on a toujours le logiciel qui est là et on devrait pouvoir s'en sortir. Bon, un autre phénomène, une autre chose importante, c'est qu'effectivement c'était utilisé par Orange. Alors, Orange est un de nos membres et une part non négligeable des personnes mises à disposition viennent d'Orange. Donc en utilisant cet outil-là, j'avais déjà une bonne partie des mises à disposition qui étaient un peu convaincues et que je n'avais pas la peine de former. J'avais donc sous-traité une partie de la formation à Orange indirectement sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis c'est utilisé également par d'autres compagnies qui ont été citées tout à l'heure, mais qu'on n'a pas le droit de citer, paraît-il. Et puis c'était en ligne avec les besoins qu'on avait identifiés fin 2013 en termes de gestion de code, gestion d'outils, etc. Bon, alors, comment ça a été construit? Donc au départ, on avait Bicom avec des gens, donc des Bicomiens, des personnes, des salariés, puis des mises à disposition. Alors MAD veut dire mise à disposition, c'est pas un terme anglais que vous aurez traduit par vous-même. Donc qu'est-ce qui existait? D'abord un Active Directory. C'est la première chose qui a existé. Et puis j'ai commencé par mettre en place une forge de Tulip en intégration pour tester, pour voir ce que ça faisait, etc. Donc cette forge d'intégration a continué à vivre. Et puis on a commencé à créer la forge de production, une forge interne qui s'appelle de facto pour Development Factory, et donc qui a été utilisée par les Bicomiens pour travailler au jour le jour. Et puis ultérieurement, on a fait une forge de pré-prod. Alors ça, c'est pas l'ordre normal, on aurait dû faire intégration, pré-prod et prod, mais de toute façon, comme on n'avait rien, on est directement passé en production. Et après, j'ai remis une forge de pré-prod pour pouvoir être capable de pouvoir tester les montées de version, méthode classique. Et puis la forge d'intégration, c'est pour faire tous les tests destructifs qu'on peut avoir sous la main. Bon, après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient à l'extérieur de Bicom, c'est-à-dire que, notamment parmi les mises à disposition, il y avait des gens qui avaient beaucoup de mal à venir dans les locaux, notamment parmi les académiques, donc il fallait leur offrir la possibilité de travailler à distance. Et puis, il y avait accessoirement aussi des thésards qui décidaient de travailler le soir entre 10h et 4h du matin. Donc, on a remis à disposition un VPN de façon à pouvoir atteindre la forge interne. L'étape suivante, c'était de mettre un serveur Jenkins en place, puis de mettre un serveur Gerrit. Ça a été fait un peu à l'arrache pendant l'été 2014. Tout simplement parce qu'il y avait un stagiaire qui était là et dont sa mission était justement de commencer à mettre en œuvre Gerrit, donc il fallait à tout prix cette machine. Alors, cette première version a été mise un peu à l'arrache et je l'ai retravaillé il y a 1 an et on a redéployé proprement un serveur Gerrit. Bon, l'étape suivante, c'est qu'à un moment donné, on a eu des clients des clients potentiels ou réels pour nos différentes technologies, et puis des partenaires comme par exemple des projets de type européen et des gens externes. Donc pour eux, on a décidé de mettre une forge externe qui s'appelle Factocom en zone DMZ, tout simplement parce qu'on ne voulait pas que la forge interne puisse être accessible de l'intérieur de l'extérieur. Alors je sais qu'il y a des implémentations dans lesquelles il y a des gens, des groupes qui ont mis en place à la fois la forge en interne et en forge externe. Nous ne voulions pas prendre le risque de se poser la question tous les matins, au fait, est-ce qu'on est bien protégé? Là, c'est physiquement, on ne peut pas l'atteindre. Et donc, toute action qui nécessite de travailler avec quelqu'un extérieur se fait sur la forge externe dans notre zone DMZ. L'étape suivante a été de multiplier les serveurs Jenkins. Donc, on a commencé à industrialiser le déploiement de projets sur serveur Jenkins, donc avec une machine physique qui reçoit, qui avec du Docker permet de lancer et d'instancier des machines. Et quand un projet, avant on avait un serveur et qui servait à tous les projets, autant dire qu'en termes de sécurité c'est pas top. Là on est passé maintenant en termes, là où un projet au sens Tulip qui a besoin d'un serveur Jenkins se voit affecter un container et travailler dedans. Il reste quand même le problème de la gestion des droits, et je vais en reparler tout à l'heure. L'étape suivante a été de mettre en place GitHub. On a mis
on a utilisé GitHub pour tous les projets que l'on décide de mettre en open source. Parce que je ne veux pas passer mon temps à gérer des droits de personnes qui ont de gérer une communauté non maîtrisée même sur notre projet externe et passer mon temps à valider des comptes pour des gens que je ne connais pas. Donc aujourd'hui, quand on a 2 projets qui ont été mis en open source, et donc on délègue ça à GitHub. Et donc le projet est migré pour une partie, enfin il y a des copies qui sont faites régulièrement de la forge interne, où là on peut continuer à travailler localement, malgré tout, et de faire des copies dans GitHub, ou de travailler complètement sous GitHub suivant les différents projets. Ça ne marche pas toujours. Dernière fonctionnalité, ça a été de mettre un serveur Sonar en place, associé à Jenkins, pour faire du test statique pour l'instant. Bon, accessoirement, là, je pourrais le faire, mais dans l'animation, ça ne le fait pas. La forge d'intégration a été supprimée, a été recréée avec Ansible. À l'époque, quand ça avait été créé, tout avait été fait à la mano, et depuis, on a recréé un playbook Ansible pour déployer automatiquement les forges. Alors, c'est pas utilisé pour la forge interne et pré-prod, puisqu'elles sont là. Je ne vais pas m'amuser à redéployer histoire de tester, sachant qu'il y a quand même une grosse migration, il y a un gros travail qui a été fait il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, avec la migration de la forge qui était en version 5 quand je l'avais installée, CentOS 5 en CentOS 6, c'était quelque chose d'assez important qui avait nécessité du travail, de la refaire. J'ai dû refaire à peu près une vingtaine de fois en nettoyant à chaque fois le process, en essayant de l'affiner, en y supprimant les fonctions, les choses à ne pas faire, et puis faire une mise à jour de CentOS 5 vers CentOS 6 qui a dû durer à peu près 20 minutes quand ça a été fait, quoi, avec tous les outils qui sont là pour le jour où il faudra passer en version 7. Mais je pense pas que je le ferai quand même sous Ansible, il faudra voir. Faut voir. Ah oui, dernier point, il y a une petite flèche qui est apparue entre Jenkins et l'Active Directory là-haut. J'expliquerai tout à l'heure un petit peu ce que l'on fait autour de ça. La forge interne, aujourd'hui, on a 250 utilisateurs actifs, on a 220 projets, 65 que j'estime importants, 65 que j'estime médium. Bon, le reste, c'est des sandbox, des bacs à sable pour que les gens s'amusent, fassent leurs tests, c'est des projets perso. Il y en a certains où on a réussi à convaincre certains doctorants à faire la rédaction de leur thèse via Git. Et faut dire c'est un challenge. Et ça explique aussi quelques petits projets que j'ai pas notés là parce que c'est des projets où ils sont tout seuls dessus ou avec leur encadrant. Donc voilà, les projets principaux, on a 10 projets entre 20 et 40 personnes, ce sont nos très gros projets, et puis sinon 25 entre 10 et 19. Voilà un petit peu le ratio des projets. Donc ça reste quand même une petite forge, c'est pas quelque chose d'important. Je pense que dans la journée, on aura peut-être des présentations avec des chiffres un petit peu plus conséquents. La forge externe, 170 utilisateurs actifs, bon, c'est pas mal de gens de Bicol. Le chiffre a pas mal monté au mois de février, là, parce qu'on a un projet européen dont on a proposé d'utiliser la forge externe pour ça. Donc, ce qui a fait que ça a monté, on a à peu près je ne sais pas si ce sont des docteurs ou pas, c'est un projet autour de la médecine, donc potentiellement c'est des médecins qui vont utiliser ça, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à... Pour l'instant, ils ont créé leur compte, déjà, ça a été un challenge de créer leur... Et puis 45 projets dedans, avec 20 projets importants. Alors maintenant, un peu l'utilisation qu'on a dans la forge interne et la forge externe. Donc on a une utilisation un peu différente. La forge interne est une forge de développement, la forge externe n'est pas a priori une forge de développement. C'est pour ça que dedans, j'ai mis Git dans les utilisages médiums, parce que c'est pas là où on va avoir nos codes. Éventuellement, c'est là où on va les mettre à disposition, d'où les outils largement utilisés qui sont Document Tracker, MediaWiki et File pour la forge externe. Et en utilisation médium, Git, Homepage montre, je expliquerai tout à l'heure pourquoi, et puis Agile Dashboard, pareil, ce n'est pas une forge de développement, donc il y a une utilisation faible, même si on ne s'interdit pas pour certains projets de pouvoir le faire, de pouvoir utiliser. Alors globalement, pour tout le monde, il y a très peu d'utilisation de CVS et Subversion. C'est lié au fait qu'effectivement, on est parti from scratch, donc par défaut, les gens, on leur conseillait d'utiliser Git. On avait quand même quelques projets dont on avait récupéré venant de certains membres des assets, et qui eux étaient sous Subversion. Donc on a quelques logiciels, quelques projets sous version, mais très faibles et quasiment plus utilisés. Ils sont là surtout pour archivage.
Dans la forge interne, évidemment Git, très haut placé, Tracker très haut placé, MediaWiki qui est plutôt en baisse. Alors pourquoi c'est en baisse? Tout simplement parce qu'on est en train de monter plutôt en flèche le homepage, le site web local, puisqu'on a développé un outil de génération de doc de sites web, enfin à partir d'STDoc, de génération, enfin STDoc et Jekyll, de création de sites web où la doc est gérée en mode via Git et automatiquement mis à jour avec Jenkins. Donc ce qui nous permet, nous, de créer quand même des docs, des sites de doc très sympas, et mieux gérés qu'avec MediaWiki, où il y a quand même de l'historique, mais c'est pas forcément très facile à gérer. Donc on va pouvoir utiliser les outils comme Gerrit ou comme les pull requests, justement pour gérer cette doc. Donc homepage est en train de monter, MediaWiki est en train de baisser, mais c'est juste parce qu'on transfère de l'un à l'autre. L'intégration continue qui est largement en hausse. Et puis en utilisage Medium sur la forge externe, j'ai mis la homepage avec un point d'interrogation parce qu'effectivement on a les mêmes outils. Mais on se pose la question il va falloir qu'on règle un problème qui est le problème d'accès. Aujourd'hui, le site web n'est pas protégé en accès, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tout le monde. Et donc il faut qu'on réussisse à protéger ça, qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si Enaline pourra nous aider, mais il faut qu'on trouve une solution pour ça, parce que ça nous libérerait quand même un point fort, un point dur, et ça nous permettrait d'aller beaucoup plus vers une gestion systématique de la doc via les sites web et tous nos processus qu'on a mis en place et qui serait homogène avec la forge interne. Alors en interne, on a le même problème de sécurisation, d'accès, mais on est quand même plus en interne de Bicom, donc c'est un peu moins dur qu'en forge externe. Voilà, donc sinon j'utilise très peu les news et les listes. Les news, c'est probablement une erreur de ma part. J'utilise peu ça pour passer des informations entre les utilisateurs. Je répète, c'est peut-être une erreur. En côté forge, j'ai mis les listes peut-être en montée avec les points d'interrogation. C'est suite justement au projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'un projet européen qui s'est mis dessus. Peut-être qu'il va falloir que je vois avec le responsable s'il veut utiliser cette fonctionnalité-là ou pas. Donc les principaux, comment est-ce qu'on utilise Tulip pour adresser nos challenges? Alors évidemment, on utilise Git au sens large. Git n'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas photo, il faut qu'il y ait de la gestion de conf. Je rebondis un petit peu sur le fait que tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait un turnover important. Le turnover important, il y a quand même une conséquence non négligeable qui est que c'est quoi les assets, enfin je n'arrive même plus à trouver le terme en français, les assets d'une entreprise, c'est des hommes, mais c'est également des logiciels, des développements. On a vu que les hommes bougeaient, donc il va falloir qu'il y ait quand même un petit noyau dur au sein de Bicom qui est là pour gérer un peu le savoir, mais ça va être aussi de la forge qui va nous permettre de conserver tout l'historique, et la doc associée dont je parlais tout à l'heure. Donc, utilisation large de Git, beaucoup de formation sur les outils, définition de workflow pour l'utilisation, l'utilisation de l'agile dashboard de manière assez intense au sein de Bicom, dans les projets principaux, mais il y a quand même une migration lente vers Scrumban, c'est-à-dire que voilà, les gens parfois sont un petit peu reluctants à utiliser la méthode Scrum telle que spécifiée dans le Scrum Book, etc., et préfèrent quelque chose d'un petit peu plus light, et on parle de plus en plus de Scrumban, et donc il va falloir... Alors le problème c'est Scrumban, autant il y en a un, le Scrum c'est bien spécifié, autant le Scrumban, chacun a son propre manière de voir ce que c'est, et quand j'essaye de demander ok, qu'est-ce que vous faites, j'ai autant d'explications que de personnes. Donc malgré tout, il en reste quelques outils un peu communs à tout le monde, que j'essaye d'identifier pour éventuellement faire des requests auprès d'Enaline, on va continuer à travailler sur l'intégration continue avec les pull requests et Gerrit, c'est comme je disais tout à l'heure. Mise en place de Jenkins, Sonar également, tous ces aspects-là. Et puis la documentation, où je disais qu'on avait mis un système de génération continue pour la gestion de doc, on va continuer à la développer et à l'étendre au sein de Bicom.
Les gains importants avec Tulip, alors évidemment c'est une voie, c'est une méthode unique de gérer les projets, ce qui fait que tout le monde s'y retrouve, et ça permet entre les gens d'échanger, on vous parlait tout à l'heure des trackers, là ça permet à des projets de développer des choses et d'en faire profiter les autres, donc il y a un travail commun, il y a au moins quelque chose de commun entre tous les projets. Alors pourquoi est-ce que je recommanderais Tulip, hein, c'est d'abord parce que c'est open source et actif, ça bouge. Et puis, j'ai un très bon support de la part d'Enaline avec une réactivité importante. Quand je leur envoie un ticket, en général, c'est dans les quelques heures qui suivent que j'ai l'information, pour ne pas dire plus. Je n'ai pas toujours la réponse immédiatement, mais je ne suis jamais laissé de côté. Voilà. Qu'est-ce que l'on va développer? Qu'est-ce qu'on a un peu autour de Tulip? Alors, la gestion des autorisations, comme je vous parlais tout à l'heure, on a, avec Jenkins et Sonar aussi, on a un problème, c'est comment gérer l'accès au projet. C'est-à-dire que c'est quand même une faille de sécurité importante qu'aujourd'hui, si on mettait en accès libre Jenkins, on a tout demain. Donc il s'agit de fermer ça, il s'agit de gérer des droits. Et pour gérer des droits, on ne peut que s'appuyer aujourd'hui sur l'Active Directory. Sauf que dans l'Active Directory, il y a des groupes qui sont définis. C'est-à-dire que quand on va créer un projet, on va dire le projet Toto, idéalement, ça serait de pouvoir dans l'Active Directory d'avoir un groupe qui s'appelle Toto et on dit voilà, ceux qui ont accès dans Jenkins au projet Toto, c'est ceux qui appartiennent au groupe Toto dans l'Active Directory. Ça supposerait qu'on définisse après les membres de groupe Toto. Aujourd'hui, personne au sein de Bicom n'a envie de passer son temps à gérer les groupes, qui fait quoi, partie de quoi, etc. Aujourd'hui, c'est parfaitement géré dans Tulip. Quand il y a un projet qui est créé, c'est l'administrateur du projet qui décide de mettre telle ou telle personne, inviter telle ou telle personne. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas, je ne sais pas, mais peut-être qu'Enaline avait une solution, connecter Jenkins à la forge interne, comme ça a été fait sous Gerrit, par exemple. Sous Gerrit, c'est très bien fait. Sous Jenkins, je ne pense pas, autant que je sache, que ça a été fait. Donc on a développé un petit outil qui s'appelle Apsid, pour application de synchro de facto, qui va récupérer les groupes qui sont définis au sein de Tulip et qui va les réinjecter dans l'Active Directory, en termes de groupes. Et donc après, avec Jenkins, on va être capable de dire, voilà, le groupe Toto, qui est défini en Tulip, a les droits d'accès au projet Toto. Et si l'administrateur du projet Toto au sein de la forge rajoute une personne, normalement avec un cron, va permettre, qui est soit relancé toutes les heures ou toutes les nuits, va permettre de synchroniser l'AD. Donc ça va nous servir pour Jenkins Sonar, et puis pour le homepage, si on arrive à gérer les accès homepage. On va continuer à étendre la génération de documentation via Tulip et les Git et Gerrit et pull request. Alors après, pour la mise à disposition des sites web, on aimerait bien s'appuyer sur Tulip, mais bon, on se pose la question si on les mettra sur un serveur dédié. Mais aujourd'hui, on voudrait bien s'appuyer sur Tulip pour ça. Et puis sinon, dernier point, Tulip, Laurent tout à l'heure disait que en fait, Tulip arrive par petites touches tous les mois. Alors c'est très bien parce que ça fait une évolution régulière. Par contre, c'est un petit inconvénient, c'est que c'est un petit peu comme le poisson qu'on met dans l'eau et qu'on chauffe peu à peu. Le poisson ne se rend pas compte que l'eau chauffe et à un moment donné, il est cuit. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a des petites features qui arrivent petit à petit, mais on n'a jamais vraiment la grande photo. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir que je prenne le recul pour dire voilà, ok, j'avais bien étudié Tulip du temps de sa version 7.14. Maintenant qu'on est à 9.18, voire en 10.1 ou 10.0, voilà, il y a quoi dedans? Et voilà, le fait que ça arrive petit à petit, on n'a jamais l'occasion de se dire ok, je prends du recul. Non, parce que le temps qu'on décide de prendre du recul, on a déjà une autre version. Donc voilà. Voilà pour la présentation au sein de Bicom. Merci beaucoup, Pascal.